Tu vois, c'est pas la fin. J'aimerais que tu me parles du dessin de ton projet de monument funéraire. Merci. Mon projet de monument funéraire est la conséquence d'une succession de testaments contradictoires qui commencent quand j'avais 25 ans. Quand j'avais 25 ans, je me suis dit... Ah non, oui, j'ai commencé à écrire mon premier roman. Et c'est parce que je m'étais mis à écrire mon premier roman, c'est un peu comme l'âge de raison. Déjà, quand mes dents de lait sont tombées à 600 autour, et j'ai appris à écrire. C'est un premier âge de raison qui se confirme à 7 ans. 7 ans, c'était pas drôle pour moi. Mais bon, en tout cas, ça avait été un premier âge de raison dans lequel j'avais déjà décidé d'être peintre. Et par ailleurs, toute ma vie, je le suis resté. Donc, il faut dire que chaque fois qu'il y a une inflexion de ce type comme âge de raison, entre les 6-7 ans, la première, et avant 5 ans, la deuxième, et je dirais que c'est le moment pour moi, la cinquantaine, d'un troisième palier. En tout cas, le testament funéraire n'est pas une chose nouvelle parce que c'est justement à la deuxième âge de raison, 25 ans autour, où j'ai commencé à écrire un vrai roman qui en même temps était une espèce de projet de vie, presque une projection vers l'avenir. Là, j'avais commencé aussi par une espèce de testament. Mais là, c'est un testament écrit, tandis que là, c'est un projet de monument funéraire. Oui, c'est différent, et heureusement. Comme j'avais pas vraiment très clair... Tu pourrais le montrer? Tu peux le mettre un peu plus devant toi? Plus droit. Tu peux me le décrire? On y voit. Là, le personnage qui me représente ressemble plutôt à Udo Kier qu'à moi. À qui? Udo Kier, C'est qui? c'est celui qui a fait Blood for Dracula avec Paul Morrissey, produit par Andy Warhol. Bon, disons que je me suis un peu idéalisé. Je ne ressemble pas. Moi, c'est. En tout cas, le personnage féminin devrait te représenter toi selon ce qui était prescrit par le testament funéraire, mais ressemble. Bon, je sais pas. Et qu'est-ce qui est écrit? Mais c'est équivalent. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'il est écrit I'm in love with Manuel Montero. Manuel Montero, c'est mon nom d'artiste de citoyen. Et le personnage qui me représente portant des cornes de fer. Des bois de cerf. Des bois de fer. Et
à une bulle de pensée. À la bande dessinée, on différencie les choses dites des choses pensées par le type de bulle. Mais là, j'ai utilisé une bulle pour elle, pour la femme, une bulle ancienne à la manière des bulles du XVIIIe siècle dans les gravures et les tableaux de Hogarth ou même de Goya, qui sont comme des petits parchemins qui sortent, ou des petits fumets, ou des parchemins, ou parfois... Bon. Et là, en revanche, pour ma figure de cerf, des Actéons, un peu, c'est le mythe d'Actéon qui est recueilli par Ovide dans les Métamorphoses. Si je me suis fait ressemblant à Eudokia, mais à part ça, c'est sorti comme ça. Il pense May forever be like that, et ensuite il traduit sa pensée pour les siècles. Ils sont, s'il faut un peu expliquer la figure, on peut faire une coupure. Malraux disait que l'œuvre d'art est la seule chose qui résiste à la mort. Oui, on était en train de commenter dans la prise qui précède ces dessins funéraires pour un projet de pierre tombale qui serait posé sur toi, sur moi, une fois mort. J'espère que des morts naturelles et âge avancé. En tout cas, tu avais exprimé le souhait que nos dépouilles fussent déposées au Père Lachaise, tous les deux. Moi, j'aime le Père Lachaise, donc je me suis dit oui, au Père Lachaise, c'est pas mal, c'est très, très bien. Mais bon, à part. Bon, en tout cas, on était parti de dessin qui fait partie d'une suite d'ébauches toutes préalables à la pierre tombale. En tout cas, sur le papier, c'est plus léger que sur la tombe, donc on peut se le permettre. Et tu me poses la question de Malraux, qui disait des grandes phrases, c'était laquelle? Que l'art est la seule chose qui résiste à la mort. Et c'était ce qui me venait à l'idée parce que tu avais fait une série d'esquisses pour un monument funéraire. Ça t'est venu comme ça il y a 2 ans, bien. Un été. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Oui, d'accord. Donc, Malraux disait ça. Deleuze parlait d'une résistance de l'art, que toi-même tu l'avais rappelé. Oui, que l'art a une affinité fondamentale avec l'acte de résistance. L'œuvre d'art a une affinité. L'œuvre d'art a une affinité fondamentale avec l'acte de résistance. Voilà. Et ensuite, je disais que l'œuvre d'art est la seule chose qui résiste à la mort. Enfin, c'est pas moi qui le disais, c'était Malraux. Donc on est dans la résistance, dans l'œuvre d'art. Et par ailleurs, c'était curieux, c'est-à-dire que là, c'était vraiment Deleuze en train de reprendre Malraux. Ça faisait particulièrement... c'est-à-dire que déjà qu'il avait consacré à Bergson, à Henri Bergson. C'est pas même... il n'avait pas osé Auguste Comte, mais Henri Bergson. Et là même pour parler aux révolutionnaires, pour parler devant la caméra, parler révolutionnaire, et c'était Malraux qui à l'époque était déjà une relique du général de Gaulle. Et c'est bien, justement, parce que là, c'est-à-dire que là, Deleuze est déjà conscient qu'il lui reste peu, et il se range au Panthéon avec les autres reliques. Je ne pense pas. Non, mais c'est bien. Je dis pas c'est que moi je vais faire pareil. On fait tout pareil parce qu'à un moment donné, on voit venir qu'il faut penser aux trucs qu'on a accumulés et qu'on appelle l'art.
et qui, bon, c'est vrai que c'est élaboré et que ça peut parler aux autres, que ça peut transmettre un savoir ou je sais pas quoi. Deleuze disait non, c'est pas de la communication. Mais il a raison. Non, mais justement, c'est que moi je dis pareil, parce que j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience en fait de que ce qui m'intéressait dans l'art, c'était pas de transmettre. Le problème c'est que on nous demande, on est soumis à une exigence de rentabilité communicationnelle et de fonctionnalité, même de la part de l'institution, même de manière, de, de manière fatale, fatidique. C'est-à-dire, malgré parfois les personnes elles-mêmes, parce que tu peux trouver dans le monde de la culture, en effet, des gens qui occupent tel ou tel poste de gestion ou tel, et qui sont de bonnes personnes qui font bien, qui ont la volonté de bien travailler. Et qu'est-ce qui se passe il y a comme un sous-entendu, et ça serait dans les instances freudiennes le surmoi si on était en train d'analyser un sujet, mais on est en train d'analyser une institution, donc parler du surmoi d'une institution, il faudrait l'aborder plutôt qu'à travers Freud, à travers la théorie marxiste. Il n'y a pas une autre qui soit sérieuse. Et comme je ne vais pas le faire parce que c'est pas... C'est-à-dire comme c'est déjà fait du fait d'en faire référence, et que Lacan a réussi aussi à coupler un peu tous les deux, Marx et Freud, c'est que Deleuze a ensuite projeté vers des pensées stratégiques. En quoi une pierre tombale est une œuvre d'art. Une pierre tombale est une œuvre d'art parce que c'est un acte de résistance. À part qu'elle est utile au cas de devoir faire une barricade au Père Lachaise, si le cas de nous, ça serait un des éléments les plus costauds à mettre pour empêcher le passage des fourgonnettes. Ça c'est déjà une utilité, il faut penser. Et bon, le dessin qui est dessous. Bon, mais là, c'est pas une pierre tombale, c'est un monument. C'est un monument funéraire. C'est un monument funéraire. On peut le faire en bronze, on peut le faire... Tout ce qui est funéraire est monumental dans la mesure où les funéraires comportent une idée de ce que Vitruve, dans le livre sur l'architecture, qui est modélique pour tous les arts, a appelé le décorum. Une œuvre d'art a plusieurs paramètres de mesure. Tu dois mesurer la proportion, la composition, l'utilité et le décorum. Le décorum est la propriété sémantique de l'œuvre, c'est-à-dire qu'elle soit là où il est sa place symbolique, où ça correspond aux mœurs profondes de la communauté, ou de la communauté, je peux dire de la communauté comme je peux dire... ça va pas correspondre aux mœurs profondes de la communauté parce que ça représente... Que ça va contre, c'est-à-dire, oui, parce que c'est une résistance, mais c'est que même la résistance répond au décorum de notre, ou à la dharma, si tu veux qu'on parle bouddhiste, puisque moi je suis en train de changer, je suis né chrétien, je suis passé un peu comme la plupart des occidentaux. J'ai ouvert mon âme à une espèce d'assemblée de dieux pour qu'ils décident comme ils se battent tous entre eux, et ils s'entretuent tous les dieux, et divinités et entités philosophiques. Et dans ces carnages-là, finalement, qu'est-ce qui est resté en fait? Ah oui, il est resté une série d'expériences qui me permettent d'avoir un peu de la bouteille pour reprendre certaines expressions du passé à mon compte. C'est-à-dire que malgré que
que d'un côté je revendique que l'art est une barricade, que l'art est une chose qu'on met pour dire non. Pour dire non. Un pierre tombale, selon Malraux, ça serait dire non à la mort. Mais c'est rikiki comme tout. Penser qu'on s'oppose à la mort comme on s'oppose dans Walt Disney à un squelette méchant et qu'on est le joli prince. Oui, mais là, et on ne s'oppose pas comme ça à la mort. C'est-à-dire oui, mais c'est ton œuvre d'art. C'est ton œuvre d'art que tu fais sur ta pierre tombale qui s'oppose à la mort. Non, c'est lui qui s'oppose à la mort, c'est celui qui est vivant. La pierre tombale elle-même, elle n'est pas vivante. Mais je ne te parle pas de la pierre tombale, je te parle du monument funéraire qui va C'est dessus. les dessins qui portent un peu de vie. C'est les dessins. Donc sur la pierre tombale... Toi, tu parles d'un dessin et moi, je parle d'un monument en bronze. Alors, c'est quand même tout à fait différent. Bon. Les honneurs funéraires, c'est-à-dire... Ça commence par pas tuer ses semblables. C'est-à-dire, parce que si on tue ses semblables, quel sens on peut donner à un monument rendu à celui qu'on a tué? Donc aucun. Donc je serais contre l'euthanasie obligatoire, c'est-à-dire contre tuer quelqu'un contre sa volonté par euthanasie fictive. Mais à part ça, s'opposer à la mort, c'est-à-dire s'opposer à la mort, c'est déjà essayer de rester vivant. Mais à part ça, à travers l'art, non, mais je vais revenir à mon idée, j'ai besoin parfois de certains détours qui sont des introductions aussi, des mises en contexte. C'est-à-dire que l'art, c'est une opposition à la mort, une résistance à la mort, oui, et dans la mesure où bon, c'est-à-dire qu'il y avait à cette époque une notion d'analyse, un concept qui reste valable, utilisable, comme tous les concepts sont utilisables si on peut bien s'en servir. Donc oui, le concept d'image. Et justement pour donner une assise existentielle, parce qu'il faut dire que en même temps qu'on avait le structuralisme de Jacques Lacan, Barthes, dans la pensée française, il y avait simultanément, c'était très à la mode aussi, Jean-Paul Sartre, et l'existentialisme, qu'on a vite passé aux oubliettes. C'était la facette plus populaire d'un structuralisme qui n'avait pas de soutien, comment dire, c'est-à-dire que c'était complémentaire. Et à notre époque, comme disait Machiavel, divise et tu régneras, on fait pareil avec la culture, on morcelle la culture de manière à ce qu'elle soit irreconnaissable et que finalement on la rend inutile. Et c'est comme ça qu'apparaît la mort. La mort est la destruction de la vie. Et la vie est pouvoir s'exprimer, pouvoir communiquer, pouvoir échanger. La vie, c'est rester dans les négocios, rester dans la terre. Ton doigt signale quelque chose? Non. Je n'ai pas les lunettes. Non, rien du tout. Tu fais un geste? Non. Merci. J'ai rien compris, la vie c'est rester dans le négoce, mais qu'est-ce que ça a à voir? Surtout toi, t'es vraiment l'inverse d'un commerçant en matière d'art. Le négoce peut se passer sur un plan monétaire ou sur un plan des modifications dans le monde. C'est-à-dire que si je vois que mon activité modifie la réalité, je négocie avec la réalité autrement qu'à travers la transaction professionnelle, bancaire, capitalisable. Ce que j'ai fait là, c'est plutôt la révolution. Et dans une démarche révolutionnaire, on passerait... c'est vrai que quand on a la rage devant l'injustice et devant la bêtise, et devant les deux choses vont ensemble, c'est-à-dire la bêtise de l'injustice et l'injustice de la bêtise, on a la rage en conséquence, donc on aurait tendance à penser que la seule... et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est oui, c'est la destruction, oui.
détruire. Quand il y a quelque chose d'insupportable qui est la justice et qui est détruire. Mais détruire, c'est vivre dans ces cas. Vivre, c'est détruire. Alors, si on est en train de philosopher comme ça, quelqu'un peut intervenir et dire, alors toi l'artiste avec tes dessins, tu fais quoi? Tu n'es pas conséquent avec ta philosophie. Attends, c'est qu'il y a plein de choses et des moments dans la vie et plein de choses différentes qu'un être humain peut faire. De même qu'on mange, plus tard, il nous arrive, même si on n'y passe pas au moment de manger, qu'on doit aller aux toilettes, faire sortir ce qu'on digère pas. Donc pareil pour la vie et la mort, et pareil pour les cycles de l'art. C'est que de l'art et résistance d'un côté, mais de l'autre, c'est-à-dire l'art et résistance en tant qu'il dit non au tabou, selon l'explication freudienne, c'est-à-dire qu'on nous a interdit de montrer ou de voir ou de parler de toute une série de choses. Et à travers l'art, on essaye toujours de faire en sorte de faire passer justement ce qui est interdit. Donc de ce côté, c'est non. Mais pour d'autres choses, c'est oui. C'est-à-dire que je ne demande pas que tout en me pardonnant le fait d'être artiste qui serait quelque part inutile de prime abord pour les premiers besoins ou les besoins les plus urgents de l'humanité, que c'est que l'Australie est en train de brûler, l'Amazonie aussi, que des populations se font massacrer. En effet, qu'on soit en train de passer son temps à des considérations sur la beauté du corps féminin. Et pourquoi pas? Si, non, tu as raison, mais je sais par propre expérience. Est-ce que c'est pas l'art qui nous sauve? Mais tu me provoquais beaucoup parce que tu me poses les questions comme si c'était, c'est-à-dire que ça fait scoop en effet. Mais du coup, ça ne dit plus d'où ça vient, comment dire. C'est-à-dire que si je dis oui, j'ai des raisons pour continuer à peindre des portraits et si je peux, si l'occasion se présente, de nus, ça ne veut pas dire que je vais par ça faire nier l'urgence et le dramatisme de la situation historique. C'est-à-dire que je refuse que ça serve à ça, mais malgré que ça va finalement peut-être faire la barricade, finalement ceux qui vont le faire, c'est comme en Russie, les tsars, ce sont eux finalement qui ont été forcés de faire des barricades avec leurs meubles de luxe pour finir par se faire... et peut-être nous les artistes, nous allons être la barricade des derniers empereurs passés au couteau. Ce qui en fait ça me fait drôle. Tu sais comment est fini Caligula, comment est fini Heliogabalus. Ça me fait sourire un peu. Mais pourquoi tu penses à ça par rapport à l'artiste? Parce que... On était parti de l'art comme qui avait une affinité fondamentale avec l'acte de résistance. Que, écoute, et toi, je sais pas, je te suis pas là. Je comprends pas. Que la résistance, tu me dis un acte de résistance et tu pense que je peux parler calmement de la résistance tout en disant que comme disant au public, la résistance
c'est confortable. Voyez-vous mes tableaux, c'est un acte de résistance et je suis très commode. Mais c'est Et pas je ça peux du pas tout. dire ça. C'est pas ça du tout. Chacun résiste avec ce qu'il a comme outil pour résister. Toi, tu résistes avec tes pinceaux, avec ta peinture, et c'est pas particulièrement commode. C'est Non, pas particulièrement commode. Oui, mais disons la C'est même très incommode. Non, oui, non, mais c'est pas le pire. C'est pas C'est-à-dire le pire, quelque mais part, j'évite la confrontation directe avec les forces de l'ordre. De oui, mais c'est pas la seule façon de résister. La résistance, c'est pas seulement se battre contre la police. C'est un peu primaire ta Ça, c'est conception de la important pour pouvoir se résistance. battre. Mais il faut dire que j'ai une nature neurasthénique et je ne tiendrai pas les coups de secondes. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit, vaut mieux que je continue à faire petit à petit construire un discours d'images plastiques, les peintures, un peu les romans, l'écriture romanesque aussi que je pratique, mais cette écriture romanesque correspond aussi à une espèce d'image, c'est-à-dire c'est parce qu'il est en vision. C'est-à-dire que ce n'est pas du même ordre communicationnel que l'écriture du journaliste qui va communiquer une actualité. Bah, ça ressemble que pas du mon tout écriture même. ne se passerait pas dans l'actualité, mais dans une espèce de construction de la vision. Oui, mais la création, de toute façon, n'a rien à voir avec l'information. Exactement. Et La création n'est pas une information. Et on l'avait entendu dire aussi à Gilles Deleuze, au même moment qu'il parle d'actes de résistance, il dit aussi que c'est parce que ce n'est pas de la communication, Ni de mais l'information. autre chose, ni de l'information. Mais lui, Puisque la communication, oui, c'est... il n'a pas spécifié de quoi il en était, il a parlé juste d'actes de résistance. Cet acte de résistance, si on veut voir où est-ce qu'on résiste, où tient lieu la résistance et où tient lieu en tant que résistance, c'est une désobéissance ou disons une confrontation violente. Mais la résistance, ça peut être aussi par rapport à des courants artistiques conformistes et bien pensants. Ça peut être ça aussi, non? Non, mais bien pensant, c'est déjà devenu tellement péjoratif pour tout le monde que... Ben oui. Bien pensant, oui, on balance ça sur... on se balance ça les uns les autres. Ça caractérise quoi en bien pensant la gauche? Non, c'est pas une histoire de gauche ou de droite, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tout a à voir avec Mais le la bien gauche ou pensant, la il ne droite. résiste pas. C'est vrai que soit je le tiens avec la droite, soit je change de main, je mets mon pétard à droite et je prends le briquet à gauche. Il n'y a pas séparer la gauche et la droite. Non, c'est différent. Soit c'est à gauche, soit c'est à droite. J'ai pas dit que c'était pareil. À part la tête qui est au centre, mais la tête a deux côtés aussi. Hein. J'ai pas dit que c'était pareil, j'ai dit que ça, je sais plus même ce que j'ai dit, que ça n'avait pas lieu de, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on disait pour l'instant. Oui, non, mais c'est intéressant. Disons, on n'a pas suivi un fil très strict. Non, par ailleurs, ça fait fait comme Tristan Shandy dans l'histoire de l'oncle de Tristan Shandy. Comment il s'appelait l'oncle de Tristan Shandy? Oui, c'est-à-dire que quand il était petit, quand sa mère était enceinte de Tristan, qui d'ailleurs s'appelle Tristan à cause de Hermès Trismegistus, le dieu de la parole et des secrets alchimiques. Ils se sont confondus avec Tristan et Tristan, c'est le grand amoureux. Tristan veut la reine, malgré qu'il a déjà un roi qui est son mari. Mais Tristan, comme il aime, il sait qu'il ne peut pas s'empêcher. Bon, maintenant, là, je suis un peu perdue. La poésie a beaucoup de rapport à la peinture. Certes. Pourquoi tu as choisi Diane et Actéon?
pour cette œuvre monumentale sur ce qui supposerait être notre Actéon, je ne l'ai pas monument choisi. funéraire. J'ai choisi toujours la femme, Diane. Diane, et s'il y a d'autres, j'aurais aimé un funérail avec, comme Sardanapale dans Delacroix. Ça serait l'idéal. Et par ailleurs, si la vie me permet de faire un deuxième testament, il y aura toujours toi. Ouais, mais Sardanapale, il a fait tuer toutes ses femmes. Tu vas pas faire tuer toutes tes femmes? Non, pas les faire tuer, mais je ne vais pas te faire tuer toi non plus. Hein. C'est pas, c'est pourtant ce que pas représente. De faire tuer personne. Tu pensais que c'était pour te faire tuer que j'avais fait la pierre tombale? Sardanapale, c'est ce qu'il a fait. Sardanapale, oui, parce que c'est dans sa trappe. Et bon, le cas de Sardanapale, il faut l'expliquer. C'est un tableau de Delacroix qui est au musée du Louvre, peint à l'huile, de très grand format, un des plus grands formats que j'ai vu dans ma vie, et très beau, romantique. Le romantisme est un mouvement du 19e siècle qui poursuit d'une manière plus littéraire encore ce qui a déjà été. C'est l'évolution logique du néoclassicisme de la Révolution française. À la Révolution française, il y a eu un artiste coqueluche à la mode, qui est Jacques-Louis David, qui a été chargé, quand ils ont fait tomber la prison, qui s'appelait la Bastille, ils ont détruit la prison, ils ont libéré les prisonniers, et en plus ils ont fait une fête populaire avec plein de danse et plein de musique. À l'époque, il n'y avait pas d'ampli pour les guitares, donc mais ça sonnait fort quand même quand il y a plein d'instruments qui sonnent en même temps et plein de gens qui chantent. Ça devait être la fête. Et ils ont fait une scénographie, c'est-à-dire que Jacques-Louis, comme il y avait en même temps les sans-culottes qu'on appelle comme ça sans-culottes, comme si c'était une équipe de sport, c'était simplement que c'était comme les sans-dents, c'est-à-dire c'était péjoratif de la part des riches d'appeler sans-culottes ceux qui étaient habillés n'importe comment, ou qui n'étaient pas à la mode, ou qui étaient habillés bon marché. Et ceux qui étaient habillés bon marché ont détruit la Bastille, ont détruit la prison. Et comme parmi les riches, il y avait des gens qui aussi en avaient marre par d'autres raisons peut-être, ou par les mêmes raisons, ou parce qu'ils ne voulaient pas être méchants avec les pauvres, ou parce qu'ils étaient aussi à moitié pauvres et riches, comme la condition néo-pauvre. Justement, l'artiste est néo-pauvre parce que pour certaines choses, il peut être considéré un riche, mais pour d'autres, il reste pauvre quand même. Donc c'est le terrain intermédiaire de la précarité. Et Jacques-Louis David, comme Ingres, c'est aussi très bon peintre, et plus raffiné, mais tous les deux c'est le même style. Jacques-Louis David, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Géricault et Delacroix viennent après, un peu après, disons dans la succession des modes picturales. D'accord, mais finis ta phrase. Et on considère le romantisme parce que par rapport au néoclassicisme, les romantiques avaient une influence très grande de l'écriture romanesque des Anglais et des Allemands qui avaient pris à leur compte la Révolution française. Mais Emmanuel, j'arrive plus à comprendre ce que tu me racontes. Tu parles de Jacques-Louis David. Je suis euphorique, j'ai fait un happening. Bon. On ne saura jamais ce que tu voulais dire. On ne saura jamais les secrets de la résistance.